Voici la carte militaire du 11 janvier. On va immédiatement commencer par les attaques massives de drones en Russie par l'Ukraine. Et on va commencer par le sud. Donc il y a eu des attaques massives sur Novorossiysk, sur Anapa, donc dans l'oblast de Krasnodar, donc à l'est de la Crimée. Presque tous les drones ont été arrêtés. Cela fait très peu de dégâts. Alors, par contre, là, il y a eu un petit changement au niveau des dégâts, puisqu'il y a eu des attaques de drones un peu sur Saratov et beaucoup sur l'aérodrome, la base militaire d'Engels. Et là, sur l'aérodrome, il y a un dépôt de carburant de haute qualité qui est utilisé pour les bombardiers Tu-160. Donc c'est des gros bombardiers russes de la dernière génération pour les Russes. Et donc là, ça a été un gros coup pour les Russes sur la base d'Engels, puisque bon, ça veut dire que les Tu-160 qui sont sur la base d'Engels ne pourront plus être utilisés avant un moment. C'est ce que je suppose tout du moins. Mais en tous les cas, là, ça a été un coup assez fort des Ukrainiens qui, pour une fois, a été significatif. Alors évidemment, toutes ces attaques ne changeront strictement rien, ça c'est anecdotique, j'ai envie de vous dire, mais bon, ce n'est pas souvent quand une attaque de drone ukrainienne fait de vrais dégâts. C'était à signaler. Alors maintenant, dans l'oblast de Kherson, parce que comme vous le voyez, maintenant j'ai mis les oblasts, hein. Alors je le répète une dernière fois parce que c'est nouveau. Là, c'est l'oblast de Kherson, l'oblast de Zaporozhye, l'oblast de Donetsk et l'oblast de Lugansk. Voilà. Alors, dans l'oblast de Kherson, il ne s'est rien passé. Les Russes sont plutôt sur la défensive et continuent de nettoyer les petits îlots. C'est une tâche très fastidieuse pour les Russes. Surtout que bon, bah, les Ukrainiens, ils envoient quand même régulièrement des troupes, mais de manière peu massive, hein. C'est quand même à préciser. Alors là, il y a eu une attaque russe sur une usine importante de drones et d'armements divers dans la ville même de Zaporozhye, donc une usine assez importante qui a été détruite. Bon, c'est pas souvent que les Russes font des attaques de missiles comme ça sur des usines. On se souvient la dernière usine qui a été attaquée par les Russes, le grand complexe militaire-industriel de Yuzhmash, via le missile hypersonique de portée intermédiaire Oreshnik. Donc là, bah là, ils ont envoyé un missile, je ne sais pas lequel, apparemment ce sera un Iskander M, mais je ne peux pas le confirmer, sur une usine importante de Zaporozhye d'armement. Alors là, bah, comme d'habitude, hein, beaucoup d'avancées dans la zone de Donetsk. Et comme on parle de la zone de Donetsk, je vais immédiatement tout d'abord parler des frappes ukrainiennes. Donc les Ukrainiens bah, ont continué là, à bombarder Donetsk, ça a repris, mais aussi Gorlivka. Alors comment ils ont fait? Parce qu'ils ne peuvent plus via des obus. Eh bien, ils ont envoyé des roquettes lancées par des HIMARS. Voilà. Donc là, ils ont envoyé des roquettes, puisque les roquettes, ça peut frapper beaucoup plus loin que des obus. Ben voilà, c'est un peu des tirs de vengeance, parce que évidemment, toutes les cibles qui ont été touchées à Donetsk ou à Gorlivka, comme d'habitude, ce ne sont que des civils qui prennent cher, que des bâtiments civils. Il n'y a jamais eu, ici, dans la ville de Donetsk ou de Gorlivka, la moindre cible militaire, depuis 10 ans. Mais ces zones sont bombardées, voilà, régulièrement. Sauf que là, exceptionnellement, maintenant, c'est via des lanceurs HIMARS, alors que d'habitude, dernièrement, c'était via des obusiers César, parce qu'il y avait que les obusiers César qui pouvaient tirer de loin à environ 40 km. Voilà, et ben maintenant, comme ils peuvent plus, c'est des HIMARS qu'ils utilisent. Bref, revenons sur le front.
Donc là, on peut voir qu'il y a une avancée assez importante. Donc là, je vous rappelle que c'est la zone de Grande Novosilka. Donc là, il y a eu 3 avancées dans la même semaine. Donc là, vers Novosilka. Là, ici, au sud de Grande Novosilka et au nord de Grande Novosilka. Alors là, j'ai entouré Shevchenko. Alors attention, il y a 2 Shevchenko, faut pas confondre. Vous allez voir tout à l'heure. Donc là, Shevchenko, c'est très important puisque c'est là où il y a la grande mine de lithium. Donc c'est pour ça que je l'ai entouré. Alors évidemment, une mine là, pour l'instant, qui n'est plus utilisée par les Ukrainiens et les Russes vont bientôt s'en emparer. Alors c'est pas la seule mine de lithium qui est en Ukraine, hein, il y en a bien d'autres, mais en tous les cas, apparemment celle-là serait une des plus importantes, si ce n'est la plus importante. C'est pour ça que je l'ai entouré de rouge. Plus au nord, donc là les Russes ont avancé suite à la prise de Kourakovier, qui a été un événement. Donc Kourakovier a été prise. Bon, là j'ai laissé encore le rond vert qui voulait dire que c'était une ville très importante au niveau logistique, au niveau stratégique. C'était un verrou moyen stratégique et c'était un nœud logistique moyen. Beaucoup moins important que Pakrovsk, mais quand même important. Donc là, vous voyez qu'il y a eu une avancée russe relativement importante. Vous voyez, dans la zone de Koulakovier, ici. Et là, ce que vous voyez, ce sont les frappes russes. Donc là, les Russes ont frappé. Alors pourquoi j'ai mis très exactement les épingles ici? Ben, c'est parce que là, c'est des ponts. C'est 2 ponts qui ont été détruits. Des ponts qui étaient évidemment très importants pour les Ukrainiens, parce que ça leur permettait de passer de nord au sud, du nord au sud. Donc voilà, donc 2 ponts qui ont été détruits par des missiles russes. Donc évidemment, les Russes, leur but, c'est d'aller vers Kostiatynopil. C'est leur proie, on va dire, la plus immédiate. Alors pour les nouveaux, je rappelle que les lignes rouges, c'est les lignes de la semaine dernière. Donc là, j'ai mal raccordé. Voilà. Là, c'est les lignes de la semaine dernière et là, c'est le front d'aujourd'hui. Les épingles rouges rondes que vous voyez là, c'est la direction des avancées. C'est la direction des avancées. Voilà, grosso modo. Et là, il y a l'autre Shevchenko, voilà, celle qui a été prise. Voilà, mais alors, faut pas confondre. Donc là, il y a eu une avancée russe assez importante, comme vous pouvez le voir. Donc là, plusieurs petites villes ou villages, comme on voudra, ont été prises. Voilà, et on s'approche là sur Pakrovsk. Donc là, vous voyez plusieurs avancées, hein, toujours constantes. Là, toujours, je le répète à chaque semaine, Oudachnier, hein, la dernière mine de charbon à ma connaissance de haute qualité. C'est pour ça que j'ai mis charbon depuis des mois au-dessus d'Oudachnier. Donc évidemment, c'est une des cibles immédiates des Russes. Vous voyez qu'ils se sont bien approchés là de Kotlino. Ils s'approchent vraiment. Ils sont quoi? Ils sont allés à quelques centaines de mètres de Kotlino. Donc là, ils ont bien avancé. Alors comme on peut le voir là maintenant, c'est évident concernant Pakrovsk, hein, comme je vous le dis depuis des mois maintenant, ils veulent prendre via le sud-ouest de Pakrovsk. Et pourquoi? J'ai appris il y a quelques temps que les Russes à un moment n'avançaient plus sur le nord. En fait, j'ai vu un plan qui a été donné par le journaliste allemand Julian Robke, un journaliste allemand très très connu. Et sur son compte Twitter, il a publié les lignes de tranchées des Ukrainiens. Et là, il y a 3 couches de lignes de tranchées. Ils ont extrêmement, pas fortifié,
mais tranchisé, si vous me permettez cette expression. Donc pas mal de dents de dragon, pas mal de tranchées. C'est pour ça que les Russes, en fait, n'avançaient pas vers le nord, ont préféré le sud, là où il y avait quasiment pas de ligne de défense, ou très peu tout du moins. Voilà l'explication de dernière minute. Alors là, il y a eu une avancée très importante russe, bah, et là pour une fois côté nord, hein, une fois n'est pas coutume, et alors là, comme vous pouvez le voir, là, ils bloquent la grande route d'approvisionnement côté est de la ville, et c'est évidemment leur but, c'est comme ici leur but, là pour Kotlino, c'est de bloquer la route qu'approvisionne Pakrovsk côté ouest, ici bien évidemment. Alors maintenant sur Toretsk, eh bien Toretsk, que peut-on dire? Tout d'abord là, comme vous pouvez le voir, donc déjà dans cette zone-là de Gorlivka, comme je l'ai déjà dit, il y a eu des attaques d'HIMARS hein, en plein centre-ville ici, mais ce qui nous intéresse c'est Toretsk. Comme vous pouvez le voir, Toretsk, il n'y a pas eu grand changement par rapport à la semaine dernière. Alors moi je ne fais pas des avancées sur 100 mètres, hein. Je fais des avancées de la ligne de front quand c'est un peu plus notable que ça, c'est-à-dire 300-400 mètres minimum, hein, minimum. Sinon, je le note pas. Alors là, vous voyez qu'il y a une nouvelle flèche que j'ai introduite, c'est les flèches de renfort ukrainien. Alors les flèches de renfort ukrainien sont comme ça maintenant. Voilà, c'est pour que ça soit plus clair. Alors, évidemment, il y a des renforts ukrainiens partout, qui arrivent de partout. Mais quand je mets une flèche de renfort ukrainien, c'est que c'est des renforts massifs. Donc là, vous pouvez voir que là, pour Toretsk, eh bien, comme Toretsk va être prise, hein, parce que là, elle est prise, elle est à quoi? Peut-être 95%, 98%. Là, les Russes font plutôt du nettoyage que de l'avancement, hein, pour être plus exact. Et bien, comme c'est bientôt la fin, eh bien, ils envoient plein de troupes. Alors, franchement, c'est typique des Ukrainiens. Depuis 3 ans qu'il y a la guerre, ils font des actions totalement absurdes militairement. C'est comme Kursk, ça n'a strictement aucun sens. C'est comme s'il y avait un adolescent aux manettes depuis 3 ans, hein. En gros, pour l'Ukraine, c'est vraiment affligeant et pathétique. Toutes les décisions que prennent les Ukrainiens sont tout absurdes. Je parle sur le front, hein. Je ne me souviens pas d'une action intelligente qui a été fructueuse. Je ne m'en souviens pas. Ça existe peut-être, hein, mais je ne m'en souviens pas. Alors évidemment, on peut me rétorquer, mais oui, mais quand les Ukrainiens tout d'un coup ont pris un gros morceau sur Kharkov et sur Kherson. Mais oui, mais le problème c'est que c'est pas suite à une offensive ukrainienne. Quand ils ont pris le gros morceau il y a 1 an et demi à peu près sur Kharkov et Kherson, c'était suite, quoi, 1 an et demi, 2 ans même maintenant bientôt, c'était suite à une retraite des Russes, une retraite massive des Russes, justement pour éviter que les hommes se fassent massacrer suite à une force plus forte, parce que eux, ils étaient en très petit nombre à cette époque-là, dans ces zones-là. Voilà, donc je tenais à préciser, il y a jamais eu d'attaque, d'offensive ukrainienne qui s'est terminée par un succès. Je n'en ai jamais connu, et à ma connaissance, il n'y a jamais eu aucune exception. Et oui, c'est affligeant à ce point-là. Bref, on continue. Donc là, sur Tchassivial, il y a eu des avancées. Bon, pas énormes, mais des avancées quand même. Mais pour Tchassivial, vous vous souvenez, pendant des mois et des mois, Tchassivial, ça bougeait pas, hein. Ça bougeait pas, hein. Donc là, Tchassivial, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune flèche. Donc là, apparemment, les renforts, ils ont préféré les mettre sur Toretsk. Alors, Tchassivial, je pense que là, ils ont abandonné, hein, je pense. Nous verrons bien, mais vu comment ça avance depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'ils ont abandonné et que le sort de Tchassivial va être le même que Koulakovier, ou Koulakovo, comme on voudra. Donc, nous verrons bien. Alors, Tchassivial,
comme je le répète chaque semaine, c'est le plus grand verrou stratégique. C'est ce qui permettra aux Russes de prendre Kramatorsk et ensuite Slaviansk. Hein, et non pas, comme vous l'avez vu dans la vidéo, le journaliste là, il disait que c'est Paklovsk qui va permettre d'aller sur Kramatorsk. Non, c'est Tchassivial. Depuis toujours d'ailleurs, puisque ça fait 2 ans que je vous le dis, que je répète chaque semaine les mêmes mots, pour ainsi dire. Sur Siversk, il y a eu une avance, et cette avancée est importante, surtout quand on parle de Siversk, ce gros chaudron. Alors Siversk, c'est pourtant l'endroit où il ne se passe jamais grand-chose, mais là, il y a eu une avancée, justement vers la ville de Siversk. Alors évidemment, le but des Russes, bah, c'est d'avancer sur Kramatorsk ou Slaviansk en partant de Siversk. Siversk a toujours été une zone puissante. Hein. C'est pas une forteresse. C'est qu'il y a énormément d'hommes dans la zone de Siversk et bien fortifiée un peu partout. Donc cette zone est puissante au niveau côté ukrainien. Là, il y a eu une avancée vers Krasny Liman. Comme vous pouvez le voir, les Russes ont pu ici s'adosser. Et donc là, sur Ivanivka, ils ont avancé, ils ont consolidé la rive ouest de cette retenue d'eau, très grande retenue d'eau ici. Et ils vont prendre Krasny Liman par le nord et par l'est. Comme vous pouvez le voir, ça c'est les flèches tactique des avancées russes. Hein. C'est leur intention, tout du moins c'est ce que moi je suppose. Donc plus au nord, donc là ils ont fait une avancée aussi, vraiment dans la longueur, comme on peut le voir ici. Là, ils ont fait aussi une grosse avancée, vraiment grosse avancée. Et là, vous pouvez voir la grande rivière Oskol. Donc là, la rivière Oskol, ils veulent vraiment s'appuyer dessus, les Russes. Hein, c'est ça qu'ils veulent faire, comme je vous le dis, chaque semaine. Et comme vous pouvez le voir, là, c'est beaucoup plus clair. Vous voyez des avancées russes vraiment très importantes. Donc là, le fait qu'ils aient pris cette ville, donc Zalgio, vous voyez, ça c'est très important pour s'appuyer sur la rivière Oskol. Alors là, une fois n'est pas coutume, vous voyez une épingle bleue, ben là c'est les Ukrainiens qui ont avancé. Donc là, les Ukrainiens ont pu avancer un petit peu. Donc là, les Russes avaient pris à peu près la moitié de la ville. Et là, les Russes ont reculé. Alors attention, parce que les Russes, ça fait des centaines de fois qu'ils font ça. C'est une stratégie russe extrêmement classique depuis 3 ans à peu près, 2 ans et demi, 3 ans. C'est-à-dire, ils reculent. Les Ukrainiens, eux, ont hâte de poursuivre les Russes, c'est-à-dire de faire une avancée pour dire au monde, ça y est, nous les Ukrainiens, on a fait une avancée, donc ils se précipitent. Et qu'est-ce que font les Russes? En fait, ils arrivent à un endroit qui est en réalité consolidé, c'est ce qu'on appelle la retraite stratégique, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est un endroit qui est consolidé. Et une fois que les Ukrainiens se précipitent pour avancer et reprendre la ville, et bien là, les Russes les bombardent avec l'artillerie, les drones, et en général, les Ukrainiens se font massacrer. Donc nous verrons la semaine prochaine s'ils arrivent à tenir. Mais en général, jamais ils ont tenu. Jamais. Donc moi, c'est pas la première fois que je mets des épingles bleues, mais c'est assez rare. Les avancées ukrainiennes sont assez rares, mais invariablement, la semaine suivante, eh bien, ils se sont fait écraser, et ça a toujours été comme ça. Hein. Alors là, plus au nord, Kupiansk. Alors Kupiansk, c'est très important, c'est pour ça que je l'ai entouré d'un triangle rouge, hein, comme vous avez vu plus au sud avec Kramatorsk et Slaviansk. Et donc là, les Russes ont fait une avancée notable, très importante même, hein, si on compte tout cela, tout en longueur. Donc là, vous voyez des avancées sur Pidvalki, là, ici, Pidvalki, pardon.
Et là, Zapadnier, donc là, ils vont prendre certainement ces deux villes ici. Voilà, donc grosse avancée quand même, hein. Sur le front Wolfshank-Lipsi, toujours rien, décidément, c'est complètement mort ici. Alors ça se bat, hein, évidemment, mais apparemment, ça a l'air de n'intéresser personne cette zone, ni les Russes, ni les Ukrainiens. Alors attention, attention, là, Kursk, dans l'oblast de Kursk et autour de la localité de Souja, Souja entouré de verre, zone importante puisque c'est là où il y a le QG ukrainien pour la zone de Kursk en territoire russe. Alors tout d'abord, vous pouvez voir que les Ukrainiens ont envoyé massivement des renforts sur cette ville-là, dont Marnovka, voilà, sur Marnovka et sur, alors c'est pas Kositsa, hein, c'est sur Tcherkovsky, voilà, massif. Plus la flèche est grande, plus c'est massif. Plus l'envoi de troupes est massif. Donc vous voyez que là, les Ukrainiens ne rigolent pas pour Kursk. Pour Zelensky, Kursk, c'est l'endroit le plus important, bien plus important que le front. C'est pour ça que quand ils ont lancé le 6 août dernier l'offensive sur Kursk, eh bien ils ont pris des troupes du front de Kupiansk, de Tchassivial et de Zaporozhye, carrément, pour alimenter Kursk, parce qu'il fallait pas prendre n'importe quelle brigade, fallait prendre les meilleures brigades. Voilà, faut pas l'oublier, avec le meilleur matériel. Bref, revenons à Kursk. Là, vous pouvez voir, il y a une avancée russe très importante. Et malgré, alors ici dans le nord, hein, là principalement, côté ouest-nord, et là côté nord, nord-nord, on va dire, par rapport à Souja. Donc il y a eu une contre-attaque, je dis bien une contre-attaque et non pas une contre-offensive, hein. Il y a une contre-attaque ukrainienne qui s'est fait, qui a été principalement dans cette zone-là. La contre-attaque a été principalement dans cette zone-là. Et ça a été une catastrophe, ils se sont fait massacrer. Alors pourquoi ils se sont fait massacrer? Bah, ils ont attaqué en plein jour, avec un beau soleil. Donc les Russes ont pu tout bien voir avec leurs drones. Et les Ukrainiens ont attaqué avec pas mal de drones aussi. Et le fait qu'ils aient attaqué en plein jour, c'est parce que c'était pour eux une contre-offensive importante, mais en réalité, je le répète, c'était une contre-attaque. Donc avec beaucoup de troupes, le problème c'est quand vous faites une agglomération de beaucoup de troupes, ben, ça se voit de loin. C'est le problème, c'est pour ça que les Russes n'attaquent jamais en grosses troupes, mais par des tout petits groupes minuscules, justement pour éviter d'être repérés, d'être beaucoup plus flexible et d'être beaucoup moins fragile. Parce que quand vous êtes un gros groupe comme ça, ben, vous balancez des roquettes, des obus, des drones, et c'est beaucoup plus facile à toucher un gros groupe que des petits groupes éparses. Donc ils ont fait cette erreur stratégique, évidemment, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, mais est-ce vraiment des erreurs? Puisqu'ils ne font que ça, c'est que de la communication. En fait, moi je pense que Zelensky sait très bien que son armée est extrêmement inférieure à celle des Russes et il ne peut faire que de la communication de toute manière, comme il l'avait fait au niveau des traversées du Dniepr dans le sud sur Kherson. Il y a eu des dizaines et des dizaines de traversées dans le Dniepr qui ont été ce que certains appellent des offensives TikTok, c'est-à-dire juste pour faire du buzz, juste pour faire de la com. Et comme par hasard, cette contre-attaque ukrainienne s'est faite au moment où le général Kellogg voulait avoir un rendez-vous avec Zelensky, et ça s'est fait aussi juste au moment, peu avant la réunion de Ramstein, de toutes les forces de l'Occident pour savoir comment aider l'Ukraine. Donc tout ça, évidemment, c'est que de la com, hein. En gros, c'est on prépare le terrain pour les grands invités américains et les grands invités européens pour dire hey, regardez, regardez, juste avant la réunion, vous voyez, juste avant la réunion pour dire vous voyez,
on est toujours actif, on fait des choses. Sauf qu'ils se font massacrer à chaque fois. À chaque fois, ils se font massacrer, c'est systématique et invariable. Et là, ils l'ont fait au pire des moments. Donc les Russes en ont profité, surtout que dans la zone de Kursk, les Russes attaquent surtout avec des drones à fibre optique qui ne peuvent pas être brouillés électroniquement. Voilà. Et les Russes, ça fait depuis août 2024 qu'ils utilisent les drones à fibre optique de manière massive. En août, ils en ont envoyé environ 3000. Là, ils en ont envoyé beaucoup, beaucoup plus, évidemment. Donc, sans compter que les Ukrainiens, bien entendu, n'utilisent pas de drones à fibre optique. Hein, ils ont des prototypes, mais ils n'ont pas de fabrication de série encore. Pas encore. Les Russes, oui, depuis 6 mois à peu près. Voilà, donc pour Kursk, c'est une véritable catastrophe. Ça va être un véritable massacre. Sauf si pour une fois, Zelensky donne un ordre de retraite, chose qu'il ne donne jamais. Mais bon, nous verrons bien, peut-être fera-t-il exception sur Kursk, parce qu'il y a énormément de mercenaires étrangers de l'OTAN dans Kursk. Alors peut-être que là, ça fera l'exception. Nous verrons bien. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte militaire du 11 janvier. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Et aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.